Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 et notre invité est rare, c'est Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz. Bonjour. Bonjour. Alors on a plein de questions à vous poser. La première c'est, est-ce qu'on a trop de gaz? On nous a dit pendant des semaines qu'on allait manquer de gaz. Maintenant on nous dit, on a trop de gaz, on va devoir vider les stocks. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, comment vous allez vider les stocks? Et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez faire échapper le gaz dans l'air? D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, nos prévisions pour la fin de l'hiver sont optimistes. On pense que la probabilité d'un déficit de gaz d'ici la fin de l'hiver est très très faible. Quasi nul. Quasi nul, et ça vient du fait qu'on a eu un hiver relativement clément, et puis qu'il y a eu beaucoup de sobriété, il faut remercier les Français. C'est vrai. On a quasiment 13% de baisse de la consommation de gaz grâce à cette sobriété. Voilà, et donc du coup, effectivement, nos stockages sont plus remplis que d'habitude, historiquement à un niveau élevé. Mi-janvier, on était à peu près à 80% de niveau de remplissage. D'habitude, à cette période-là, c'est 57%. Cette semaine, tout à l'heure, Laure nous disait 72, non? Oui, 76. 76. Ouais. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, et c'est ça qui nous fait dire qu'effectivement la probabilité de déficit pour la fin de l'hiver est très très faible. Mais il va falloir les vider. C'est comme d'habitude. Mais pourquoi vous videz du stock? C'est bien d'avoir des stocks, non? Oui, c'est bien, mais nos stockages, un certain nombre des stockages français sont des formations géologiques en fait un peu complexes, et ils ont besoin de respirer pour garder leur performance technique. Donc il va falloir un petit peu vider ces stockages. Vous allez en faire? Eh ben on va l'utiliser. Ah. On va l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on va diminuer, on va le consommer, tout simplement. Vous n'allez pas le jeter quand même? Bien sûr que non. Ah. Bien sûr que non. Alors, le gaz qui est consommé en France, c'est un mélange entre celui qu'on sort des stockages et celui qu'on fait venir de l'extérieur. Si on en sort plus des stockages, on en fera venir un peu moins de l'extérieur. Ouais, mais souvent l'extérieur, on le précommande et quand ça arrive, on peut pas le refuser, si? Ah si, il y a de la souplesse dans les contrats, tout ça. C'est quelque chose qui est fait tous les ans. Donc on va pas perdre une goutte de gaz, rassurez-vous. Ah non, ça on perdra pas une goutte de gaz. Il y a aucun risque. Sur la question des économies d'énergie, de consommation, vous l'avez dit, il y a eu des efforts qui ont été faits du côté des industriels comme du côté des ménages. Là, au niveau de 12% de baisse de la consommation du gaz, vous pensez qu'on est au maximum ou il y a encore des choses à faire? Alors, je pense que les efforts sont vraiment importants et qu'il faut continuer. Il faut continuer. Dans ces 12%, il y a des efforts volontaires faits par les gens parce que c'est du civisme. Et puis, il faut aussi ne pas perdre de vue qu'il y a une baisse très importante de la consommation industrielle du fait des niveaux de prix. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement de l'activité économique. Et ça, c'est pas très bon. Il faut quand même que notre industrie ne reste pas à l'arrêt. Il faut qu'elle redémarre. Donc, il faudra malgré tout, dans les mois qui viennent, que l'industrie se remette à produire avec du gaz. Comment se présente l'hiver prochain? Parce qu'on nous dit souvent que ça va être encore plus compliqué. Alors du coup, on se dit bah non, finalement, c'est pas si compliqué. On a réussi à passer cet hiver-là. On passera le suivant, non? Alors il y a ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Ce qu'on sait pas, c'est la météo qui va faire dans l'année prochaine. On ne sait pas non plus s'il va y avoir une reprise économique en Chine qui va aspirer le gaz de nouveau. Le GNL notamment. Le GNL. On se bat pour le GNL. Alors, je rappelle que c'est du gaz naturel liquéfié, que plutôt que de passer par les gazoducs qu'on a fermé avec la Russie, on importe par bateau du gaz. Exactement. Par contre, ce qu'on sait, c'est d'abord qu'on finira cet hiver avec un niveau de remplissage plus élevé que des stockages, et ça, c'est bon. On sait, dans l'autre sens, qu'on n'aura pas de gaz russe pour remplir les stockages, contrairement à l'été dernier. Et puis, il y a deux choses qu'on sait aussi, qui sont importantes, c'est que en septembre, on aura un nouveau point d'entrée du gaz en France, un terminal flottant au Havre. Mmh. Et celui-là, il est capable de nous amener la moitié de ce qu'on importait sous forme de gaz russe avant. Et l'autre élément qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que grâce au développement du biométhane, qui est très dynamique, notamment cette année en 2022, on peut compter en 2023 sur l'équivalent de 12% du gaz russe produit localement en France. C'est du biométhane, essentiellement par nos agriculteurs, et c'est du gaz renouvelable. Ce qui veut dire que sur la diversification de nos sources d'approvisionnement, qui est quand même un défi géopolitique, industriel, on va y arriver. Oui, elle est déjà largement engagée. Donc à court terme, on a remplacé le gaz russe par du gaz qui vient d'autres pays. Mais la filière gazière, elle travaille à rendre ce gaz renouvelable et produit localement. D'où le biométhane, j'ai dit 12% du gaz russe, mais la filière dit... En 2030, elle est capable de remplacer tout le gaz russe qu'on importait avant la crise. Et à l'horizon 2050, tout le gaz qui sera consommé en France sera du gaz d'origine renouvelable ou neutre en carbone. Bon, alors on se félicite d'avoir du gaz. Bon, la vérité, c'est que... on se félicite de manière temporaire parce que c'est quand même un hydrocarbure, c'est quand même polluant, moins que le pétrole certes, mais quand même. Comment vous voyez votre avenir à 5-10 ans? C'est-à-dire que on parle beaucoup d'hydrogène, il y a eu cette annonce ce week-end qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que ce fameux gazoduc, hydrogénéoduc, je ne sais pas comment on doit dire, entre Barcelone et Marseille, va être prolongé jusqu'en Allemagne. Mais avec Laure, on croyait que c'était
compliqué de transformer des gazoducs en hydrogénoducs, que c'était des membranes beaucoup plus fines, que ça allait... Alors finalement c'est possible. Oui, c'est possible et nous on est ravis parce que c'est sur des projets sur lesquels on travaille depuis déjà un certain temps. Et donc aux côtés du biométhane dont je parlais tout à l'heure, qui va remplacer une partie du gaz fossile, naturel, il y aura de l'hydrogène. Et la bonne nouvelle d'hier soir, c'est qu'effectivement cet hydrogène, on va créer une infrastructure d'hydrogène en Europe pour faire venir de l'hydrogène pas cher de la péninsule ibérique ou de la France, et puis aussi pour l'envoyer vers l'Allemagne. Et tout ça, ça va contribuer à créer une industrie européenne puissante et décarbonée. On va en produire sur place de l'hydrogène et on va en importer. Voilà, on va en produire sur place, à partir de soleil, à partir de nucléaire pour la France. On va en importer depuis l'Espagne, parce qu'il y a beaucoup de soleil en Espagne et au Portugal. On en utilisera en France, et l'Allemagne a aussi beaucoup besoin d'hydrogène, et elle sait qu'elle peut en produire moins sur son territoire, donc elle a besoin d'importer. La France est devenue quasiment en un an une plateforme énergétique européenne très importante, que ce soit là sur l'hydrogène et sur le GN. Est-ce qu'on va avoir les bras suffisants pour répondre à ce défi industriel? Mais on les a, c'est-à-dire qu'effectivement la France était un peu le bout du réseau quand le gaz venait de Russie. Aujourd'hui, c'est une porte d'entrée très importante du gaz en Europe via le GNL. On revient au centre du jeu complètement. On revient au centre du jeu et ça c'est bon parce que c'est mieux, on a plus de sécurité d'approvisionnement quand on est près de la source et on a aussi, et on le voit depuis un an, des prix qui sont un petit peu moins élevés que ceux de nos voisins. Et pour l'hydrogène, et pareil, la France aura un rôle très important à jouer. Je reviens sur l'hydrogène pour bien qu'on comprenne effectivement, l'hydrogène c'est une sorte de stockage, permet effectivement d'utiliser l'énergie, le solaire, le nucléaire pour casser des molécules d'eau, faire de l'hydrogène et ensuite l'hydrogène on va l'utiliser pour des piles à combustible ou d'autres manières de faire de l'énergie. Oui, mais il ne faut pas voir l'hydrogène uniquement comme un stockage. L'hydrogène, c'est aussi, pour un certain nombre d'industriels, la seule solution pour se décarboner. Ouais. Je pense à la sidérurgie. Aujourd'hui, ils utilisent du charbon et du minerai de fer pour faire de l'acier. Demain, ils utiliseront de l'hydrogène et du minerai de fer. Et à aucun moment, ils passeront par des stockages. Ouais. Donc, cet hydrogène, il viendra se substituer à certains usages du charbon, du pétrole, voire du gaz naturel. Est-ce que GRT Gaz, sa vocation, c'est de devenir, je sais pas, à 70-80% responsable du transport de l'hydrogène en France dans 10 ou 20 ans? Absolument, absolument. Notre vision, c'est demain que nous exploiterons 2 réseaux en parallèle, un réseau qui transportera du méthane vert, méthane renouvelable, et un autre réseau qui desservira plutôt la grande industrie et la mobilité lourde et qui transportera de l'hydrogène. Et il y aura peut-être même un 3e petit réseau avec un peu de CO2, parce que certains industriels vont capter sans doute du CO2 et nous demandent ensuite de l'amener vers des ports pour qu'il soit stocké en mer. Un mot des barrages politiques et des recours. Ces dernières semaines, on s'est mis à exporter de l'électricité. Du coup, Europe Écologie Les Verts a déposé un recours sur le projet au Havre pour dire on n'a pas besoin finalement d'avoir autant de GNL. On peut s'en passer. Est-ce que vous avez peur d'une mauvaise compréhension de la politique énergétique que doit mener la France ? Je pense que ces sujets sont un petit peu compliqués, sont souvent mal connus, mais ce que je le disais tout à l'heure, c'est que pour l'hiver prochain, on ne peut pas compter sur le gaz russe qu'on a eu l'été dernier pour remplir nos stockages. Donc on sera bien content d'avoir un point d'entrée supplémentaire au Havre pour faire venir davantage de gaz. Et personne ne sait quelle sera la météo qui fera l'hiver prochain. Donc oui, on a besoin de cet ouvrage. Cet ouvrage, il est là, la loi l'a dit, pour 5 ans, puisque comme je l'ai expliqué, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera du gaz renouvelable qui viendra remplacer ce gaz. Selon vous, quelle est l'évolution prévisible des prix du gaz cette année? C'est évidemment une question importante pour beaucoup, notamment d'industriels. On a vu les prix du gaz revenir à des niveaux d'avant-crise. Est-ce qu'il y a des risques encore que tout d'un coup ça flambe? Comment on négocie du coup les contrats quand on a une entreprise? Est-ce qu'on prend des contrats à court terme, sur 2-3 ans, sur 5 ans? Plutôt, on s'adresse à vous un peu comme de donner des conseils aux entreprises qui nous écoutent. Alors moi je suis un observateur, mais je ne suis pas ni un acheteur ni un vendeur de gaz. Je ne fais que la logistique, du gaz. Vous transportez tout le gaz. Je transporte tout le gaz, mais il ne m'appartient pas. Pas son prix. Voilà. Et donc non, mais ce qu'on peut effectivement, le gaz aujourd'hui est un marché avec la loi de l'offre et de la demande. Donc en ce moment il y a suffisamment de gaz, donc les prix se sont détendus. Mais on peut très bien avoir dans le courant de l'année qui vient de nouveau des prix qui augmentent. Donc moi, le conseil que je donnerais aux industriels ou aux consommateurs, globalement,
c'est d'essayer de passer des contrats avec suffisamment de visibilité, au moins 1 an, pour de profiter des prix assez bas en ce moment, voilà, pour passer des contrats à terme. Quoi. Voilà. Ouais. Bon. Au fait, j'ai une question. Je crois que vous êtes valorisé à peu près 15 milliards d'euros, même si vous n'êtes pas coté. Est-ce que vous avez parlé de ces projets pharaoniques là, de gazoducs, d'hydrogénéoducs que vous allez devoir construire? Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est pas l'occasion d'aller en bourse pour aller trouver de l'argent frais? Écoutez, je pense que c'est une question qu'il faut poser à nos actionnaires, mais aujourd'hui, c'est-à-dire l'État. Non, nos actionnaires, c'est la caisse. Alors c'est la Caisse des dépôts pour 39-40%, et puis c'est Engie pour 60%. Donc Engie est un groupe privé. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'argent mis à disposition de nos actionnaires pour faire ces projets, ces grands investissements. Donc voilà, donc je ne vois pas de nécessité là-dessus. Un homme optimiste. Absolument, absolument. Mais ça va coûter combien ça va coûter cet hydrogénéoduc ça se chiffre en quelques milliards d'euros. On a voilà, les études, il faut les faire, mais on a aussi dépensé quelques milliards d'euros il y a quelques années pour renforcer le réseau de gaz naturel en France, et heureusement qu'on l'a fait, parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à inverser les flux de l'ouest vers l'est. C'est grâce à ces investissements, donc on est tout à fait capable de le faire de nouveau. Et sur les ports méthaniers, c'est pas vous qui investissez, c'est par exemple Total Énergie au Havre, c'est ça? Alors, donc le terminal du Havre, c'est Total. Nous, on fait la connexion de cette terminal, mais par contre, nous sommes aussi l'actionnaire de l'entreprise qui a 3 des 4 terminaux méthaniers français. Merci beaucoup Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz.